Alors, qu'est-ce qu'un génie finalement, Jacques-Antoine Malherbe? Est-ce que c'est un... Je ne sais plus qui dans le livre parle de Weininger en posant la question, est-ce qu'il a un esprit anormal qui aurait des pensées normales, ou bien est-ce qu'il a un esprit normal qui aurait conçu des idées anormales? Quel est le lien entre l'idée de génie et l'idée d'anormalité finalement? Alors ça, c'est récurrent dans l'histoire. Encore une fois, le lien entre la folie et la génialité est quelque chose qui revient constamment dans l'histoire des mentalités. Moi, j'aime bien une définition de Rousseau il s'adresse à un jeune auteur et il dit: si tu veux savoir ce que c'est que la génialité, ou ce que c'est qu'être un génie plutôt, si tu es génial, tu le sais. Si tu ne l'es pas, tu ne le sauras jamais. Alors, il n'y a pas des contre-exemples? Vous connaissez très bien l'œuvre de Céline, je crois, Oui. Jacques-Antoine Malherbe, et Céline dit ceci: il peut y avoir beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que ce qu'on voit. C'est l'abstraction, c'est la passion du raisonnement, quand elle est vécue de façon exclusive, qui peut avoir pour revers le soliloque absolu, l'enfermement dans son propre génie, donc dans une sorte de folie. Le génie est solitaire. C'est là aussi une vision très romantique de la génialité, voire il s'enferme dans la solitude. Il s'enferme dans la solitude et aussi dans quelque chose qui était très important pour Weininger, c'est-à-dire le fait de s'observer soi-même. C'est pour ça qu'il était contre la psychologie expérimentale. C'est quelqu'un qui était dans l'introspection. Et donc, ce qui renforce encore plus la solitude. Donc, effectivement, on sait que la génialité, notamment chez certains scientifiques, peut aboutir à la solitude absolue. On connaît quand même des exemples de scientifiques géniaux qui n'étaient pas des solitaires. Est-ce que ça veut dire qu'un scientifique ne peut pas être génial au sens de Weininger? Il le dit, je crois, quelque part, que Oui. un homme de science a une forme de génie qui est liée à une sorte de compétence, De talent. de spécialisation Oui. de la façon de penser, mais que c'est pas le génie au sens universel qui lui Voilà, donne. exactement. Parce que au XIXe siècle, les génies étaient des écrivains, des poètes ou des philosophes. Donc ils atteignaient, au sens où l'entendait Weininger, ils atteignaient l'universalité. Bien évidemment, ils ne connaissaient pas encore tous les progrès, ils ne connaissaient pas Einstein, etc., etc. Donc, selon Weininger, Einstein ne devrait pas être classé comme génie. Exactement. Mais bon, c'est pas très grave, l'un et l'autre sont morts, je crois. Quelqu'un a écrit à propos de Weininger, Jacques-Antoine Malherbe, on préférera toujours un grand esprit morbide à un imbécile bien portant. Est-ce que ça veut dire que la pensée, elle doit, pour avancer, être travaillée par des génies qui lui permettent de faire des bonds, des sortes de sauts, qui ouvrent des voies, ou est-ce que c'est un travail collectif qui va progresser si beaucoup de gens s'y mettent sans être spécialement des génies? Les prix Quelle est Nobel, la part de la oui. singularité dans l'affaire? Les prix Nobel, de plus en plus, en tout cas dans les matières scientifiques, sont décernés à des équipes. Donc je pense que le travail scientifique est de moins en moins solitaire. L'autre chose, c'est que on parle de moins en moins de génie, comme vous le disiez tout à l'heure, le génie-gène. Ce qui, à mon sens, remplace le génie en tant qu'être remarquable, c'est sa banalisation, voire sa démocratisation. C'est-à-dire, disons, une certaine vogue pour les Asperger, pour les surdoués, etc., etc., aboutissent à une banalisation de la génialité. Donc, c'est comme si, comme d'autres choses, effectivement, il y a de moins en moins d'êtres remarquables, mais que ces êtres remarquables se fondent, ou sont supposés se fonder dans un plus grand nombre. Alors, si vous le voulez bien, Jacques-Antoine Malherbe, on va parler maintenant d'un chapitre qui est très important dans votre ouvrage, qui concerne la bisexualité. Oui. Alors, quelle est la théorie de Weininger? Cette idée qu'il y a du masculin dans le féminin, dans la femme, de la féminité dans l'homme, ça paraît un peu bizarre, parce que ça suppose qu'on pourrait savoir ce qu'est la masculinité en propre et la féminité en propre. Or, elles sont toujours mélangées, donc on ne peut plus jamais faire la part des choses. C'est difficile de dire en une seule phrase ce qu'est la bisexualité pour Weininger, parce que Et vous avez le droit à plusieurs. Oui, voilà, exactement. Et puis c'est complètement changeant. Et puis surtout, il a plusieurs approches de ce qu'est un homme et une femme, y compris une approche d'ailleurs qui est très proche de ce qu'on appelle maintenant les théories du genre. Alors, pour Weininger, il part d'une espèce de monisme, c'est-à-dire de l'unité du vivant, mais il aboutit, et c'est en cela qu'on lui a fait un certain moment des reproches, il aboutit en fait à une hiérarchie. Les hommes, pour le dire simplement, sont bien mieux que les femmes. Les hommes sont bien plus créatifs et donc plus accessibles au génie que les femmes. Et la femme, en fait, est soumise à l'homme. Alors, il y a plusieurs lectures de cette affirmation. Soit il en fait le constat, auquel cas on peut lui faire un reproche, soit il le dénonce, auquel cas on peut le voir également comme un féministe accompli, voire un féministe avant l'heure.
Donc, son monisme aboutit à un dualisme, exactement d'ailleurs comme pour Freud. Donc il est tourmenté par la question du double. Oui, ça c'est une chose très importante. Là aussi on est dans le romantisme, c'est le doppelganger du monde germanique, un terme qui est né à la fin du XVIIIe. Le thème du double est extraordinairement important dans la littérature au XIXe siècle. C'est Maupassant, Dostoïevski, Jules Verne, George Sand, etc., etc. On écrit beaucoup de choses sur le double, et le double pose la question de l'identité. Et en même temps que le 19e siècle, et surtout la seconde partie, est une époque de progrès, on s'intéresse de plus en plus au monde des morts, c'est-à-dire à l'irrationnel. Donc il y a aussi une duplication entre le vivant et le mort, ce dont témoigne sa mort précisément, ou en tout cas une espèce de fascination pour la mort, et pour le crime. Et donc le thème du double a rendu Weininger également dans la bisexualité, bien sûr, également dans le fait d'être un juif antisémite, est aussi quelque chose qui a nourri cette vision romantique de Weininger, qui correspondait à cette époque à une des approches possibles de la génialité. Jacques-Antoine Malarevitch, c'est le moment de notre seconde pause musicale. Vous avez choisi une danse espagnole, numéro 5, comme un parfum. Nous allons l'écouter. Jacques-Antoine Malarevitch, de qui est cette danse espagnole numéro 5? Granados. Qui est? Un compositeur espagnol, et ça c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Weininger est mort dans la rue des Espagnols noirs. Bien joué. Alors, on était en train de parler de la dualité masculin-féminin que Weininger reconnaît en chaque individu, mais il recycle un petit peu Kant en associant à cela un impératif catégorique, qui est que chaque individu a le devoir de parvenir à un dépassement de sa composante féminine ou charnelle au profit de sa composante masculine ou spirituelle. Ce qui résonne comme un écho à l'impératif catégorique kantien. Exactement, c'est ce que met en place Weininger, en tout cas dans sa pensée, dans le déroulement de sa pensée, c'est-à-dire l'impératif de génialité, dont il dit par ailleurs qu'il est beaucoup plus facile à remplir pour les hommes que pour les femmes. Au motif que? Au motif qu'elles sont incapables d'y parvenir, elles n'ont pas la mémoire, elles sont trop dans leur sexualité, dans leur sein, dans leur sensibilité. Dans leur sensibilité, alors que l'homme peut penser autre chose au niveau de la culture, de la civilisation, il peut élaborer, ce que la femme ne peut pas faire. Autrement dit, ce que dit Weininger aussi, c'est que le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme.
Et il dit aussi que le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme. Il dit aussi que la haine contre la femme reste une haine non surmontée contre sa propre sexualité. Pour l'homme. Pour l'homme. Absolument, oui. Et comment est-ce que cette idée est reçue? Est-ce qu'elle choque, ou est-ce qu'au contraire, on y voit une sorte de révélation qui explique les choses comme elles sont? On y voit plutôt une révélation. Ou en tout cas, beaucoup, y compris ceux qui vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont admiré Weininger, y ont vu la manifestation de ce qu'ils pouvaient penser, par ailleurs. Mais encore une fois, dans la complexité. Par exemple, Strindberg, qui était très connu pour sa misogynie, disait tout autant, je peux pas me passer d'une femme. Donc, en fait, on a rendu hommage, en tout cas certains ont rendu hommage à Weininger, en reconnaissant qu'il pouvait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Encore une fois, on est au début du XXe siècle. Ce sont évidemment des paroles qui sont inaudible maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était remarquable et remarqué. Mais est-ce que c'est un livre sexe et caractère qui est facile à lire? J'ai l'impression qu'il y a plein de phrases contradictoires. Par exemple, vous dites, il écrit quelque part, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Cela n'implique pas que les femmes doivent avoir part aux affaires politiques. Oui. Donc c'est une contradiction, on est d'accord. Absolument, on est bien d'accord. Et donc, est-ce qu'on arrive à en extraire un message cohérent? C'est un livre très difficile à lire, plein de contradictions, plein de paradoxes, qui est, en fait, est constitué de deux parties. Une première partie qui est très physiologique et très biologique, et une seconde partie qui est philosophique. D'accord? Donc, effectivement, qui tire vers Kant. Pour lui, c'est un retour à la philosophie et à Kant. Donc, c'est un livre, d'une certaine façon, fait de bric et de broc, qui a, c'est ce qui a été dit, tout autant effrayé que fasciné, par exemple, ses professeurs à l'université. Qui est quand même déjà la marque d'une ambiguïté absolue. Comment s'est passée sa soutenance de thèse? Ah ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a un professeur qui a été gêné de voir son nom associé à ce travail. Absolument, qui après sa mort a fait paraître un article dans un journal viennois pour dire oh là là. C'est mon étudiant, mais c'est pas moi. Oui, voilà, exactement. Donc, qui était assez gêné aux entournures. Mais en même temps, tous les auteurs qui ont aimé Weininger sont eux-mêmes des auteurs complexes. Kafka. Mais qui étaient tous un peu misogynes, non? Voilà. Est-ce qu'il faut être misogyne pour apprécier Weininger? Ça doit aider quand même. Est-ce que vous me posez la question à moi ou... Oui, non, c'est-à-dire, on peut y voir, vous l'avez dit vous-même, les prémices de la théorie du genre, donc un discours assez moderne, et en même temps, quand on lit Weininger aujourd'hui, on a l'impression que c'était son provocatrice, fausse, ridicule. Oui. Comment faire la part des choses? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on éprouverait aujourd'hui à recommenter à la lumière de nos systèmes de valeurs actuels l'œuvre de Weininger? Est-ce qu'elle a été une étape importante mais dépassée, ou est-ce qu'elle continue à nous parler directement? Je pense qu'elle a été une étape importante, 36 rééditions effectivement jusqu'en 1925, donc un succès considérable en librairie. À la même époque où Schopenhauer est lu par beaucoup de gens, notamment par les scientifiques. Oui. Est-ce que ça se fait écho? Est-ce que ça se comprend? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il était surtout lu et apprécié par des écrivains ou des philosophes comme Wittgenstein par exemple. Mais je pense il faut bien séparer le bon grain de l'ivraie, et c'est très difficile dans le livre de Weininger. Pour nous, maintenant, c'est pas un livre intéressant, j'ai envie de dire. C'est un livre qui a une forte connotation historique et qui est fortement connoté par la mentalité de son époque. Encore une fois, une époque de chaos, d'ambiguïté, où c'est un monde qui se cherche. Et Weininger prétend donner des points de repère à ses contemporains. Il le fait de façon très brouillonne, qu'il veut exhaustive sans que ce soit vraiment le cas, puisque nous, effectivement, on a toute la connaissance qui nous est venue après. Mais vous, qui êtes psychiatre, quand est-ce que vous l'avez rencontré et comment? C'est au cours de vos études, ou c'est un hasard, ou c'est le hasard? C'est plutôt le hasard. Qu'est-ce qui vous a passionné au point d'écrire un livre? Encore une fois, la passion est historique. C'est encore une fois le fait que Freud est considéré comme un génie. Freud était quand même assez avare de compliments. Il y est revenu de plusieurs façons. Et également, ce qui est fascinant, c'est à l'évidence la connivence entre la folie et la génialité, qui est un problème absolument insoluble. Et est-ce qu'il y a un rapport évident entre cette génialité dont vous parlez, dont Freud a parlé, et son suicide? Est-ce que l'un a entraîné l'autre, ou d'abord, est-ce qu'on comprend pourquoi il s'est suicidé? Est-ce qu'il a laissé une lettre? Est-ce qu'il s'est expliqué? Non, il n'a pas laissé de lettre, sauf un de ses ennemis les plus acharnés a prétendu qu'il a laissé une lettre pour demander pardon à tous ceux qui l'avaient gêné.
Donc c'est très suspect. Gêné par son génie. Voilà, exactement. Donc non, il a